Récemment, la critique adressée à l'histoire sociale des idées a visé une autre cible et dénoncé une autre forme de réductionnisme, à savoir non plus la réduction d'une idée ou d'une idéologie à ses conditions de production ou de réception, mais l'assimilation qui est une réification des contenus de pensée à des objets culturels. L'histoire sérielle du troisième niveau porte dans son projet même une telle réduction puisque son entreprise comptable suppose ou bien que les faits culturels et intellectuels analysés soient d'emblée des ensembles d'objets. Par exemple, des livres dont on peut traiter statistiquement les titres ou des images dont on peut inventorier les motifs. Ou bien que les pensées collectives, saisies dans leurs expressions les plus répétitives et les moins personnelles, soient objectivées, c'est-à-dire ramenées à un ensemble réduit de formules dont il ne s'agit que d'étudier la fréquence différentielle à l'intérieur des différents groupes d'une population. La tentation sociologique consiste donc à considérer les mots, les idées, les pensées, les représentations comme de simples objets qu'il faut dénombrer afin d'en restituer la distribution inégale, ce qui est à la fois évacuer le sujet, individuel ou collectif, de l'analyse et dénier toute importance au rapport personnel ou social qu'entretiennent les acteurs sociaux avec les objets culturels ou les contenus de pensée. Or, tout usage ou toute appropriation d'un produit ou d'une idée est un travail intellectuel que manque à coup sûr la seule étude distributionnelle. Dans le cas de l'histoire quantitative des idées, seule la claire conscience du caractère historiquement et socialement variable de la figure du lecteur pourra poser les véritables prémices d'une histoire des idées qui soit différente même sur le plan qualitatif. Par exemple, et pour suivre Carlo Ginzburg sur son terrain, ce que les lecteurs font de leur lecture est une question décisive devant laquelle les analyses thématiques de la production imprimée, comme celle de la diffusion sociale des différentes catégories d'ouvrages, restent impuissantes. De la même façon que les modalités des pratiques, des goûts et des opinions sont plus distinctives que ceci, les manières dont un individu ou un groupe s'approprie un motif intellectuel ou une forme culturelle sont plus importantes que la distribution statistique de ce motif ou de cette forme. Sûrs de leur méthodologie quantitative, réunie dans une définition de l'histoire des mentalités moins floue qu'on ne l'a dit, les historiens français sont longtemps restés sourds à ces interpellations. Implicitement, leur représentation du champ de l'histoire intellectuelle constituait ces critiques comme autant de combats d'arrière-garde d'une tradition épuisée et postulait à terme l'absorption de l'histoire des idées dans un découpage plus vaste que l'on pouvait baptiser de diverses manières: histoire socio-culturelle, histoire des mentalités, histoire de la psychologie collective, histoire sociale des idées. On peut voir aujourd'hui que c'était là croire que dans le domaine de l'histoire intellectuelle, rien n'avait bougé depuis les années 1930. Or, la méconnaissance était double. Méconnaissance d'abord du modèle proposé à toute démarche d'histoire intellectuelle par l'épistémologie, celle de Bachelard, de Coiré ou Canguilhem. Il est symptomatique de ne rencontrer dans les annales qu'un seul compte rendu consacré à Bachelard, 2 pages de Lucien Febvre en 1939 sur la psychanalyse du feu et aucun sur les ouvrages de Canguilhem ou Coiré. Le seul article publié par Coiré dans la revue le sera seulement en 1960. Cette extraordinaire cécité est lourde de conséquences. Elle a privé les historiens français de tout un ensemble de concepts qui auraient été susceptibles de les mettre en garde contre les certitudes trop frustes tirées de l'enquête statistique et qui leur auraient permis de substituer à la description non articulée des productions culturelles ou des contenus de pensée d'un temps, tels que la livre l'étude quantitative. La compréhension des relations qui existent, à un moment donné, entre les différents champs intellectuels, par là aurait été pensable ce que manque l'inventaire comptable. D'abord les liens de dépendance réciproque qui unissent les représentations du monde, les technologies et l'état de développement des différents savoirs. Ensuite, à travers une notion comme celle d'obstacle épistémologique qui retrouve autrement ce qu'il y a de plus aigu dans celle d'outillage mental.
L'articulation entre les représentations communes, stock de sensations, d'images, de théories, et les progrès des connaissances désignées comme scientifiques. L'écoute de l'épistémologie historique aurait dû également permettre de poser autrement le problème sur lequel bute toute histoire des mentalités, à savoir les raisons et modalités du passage d'un système à un autre. Là encore, le constat des mutations à travers le dénombrement des objets ou des motifs reste impuissant à saisir les procès de transformation, qui ne peuvent être compris qu'en pensant, à la manière de Poiré, la dépendance et l'autonomie des différents champs de savoir. Le passage d'un système de représentation à un autre peut dès lors être entendu à la fois comme une rupture radicale dans les savoirs, mais aussi dans les structures mêmes de la pensée, et comme un processus fait d'hésitation, de retour en arrière, de blocage. À cette méconnaissance de l'épistémologie qui les a privés des instruments intellectuels capables d'articuler ce que l'histoire sociale des idées ne leur permettait que de constater, les historiens en ont longtemps ajouté une autre, celle de la manière neuve de penser les rapports entre les œuvres au sens le plus large et la société telle que l'a formulée dans la fidélité mais aussi dans l'écart à Lucien Goldman, historien de la littérature et des idées. La problématique ordinaire à l'histoire y était déplacée d'une double manière, d'une part en donnant une exception de la représentativité qui n'était pas fondée sur la quantité, d'autre part en déboîtant les systèmes idéologiques de la société dont ils étaient supposés refléter ou prolonger ou traduire les conflits, ce qui n'est pas pour autant affirmer leur absolue indépendance vis-à-vis du social, mais poser cette relation en termes d'homologie structurelle ou de correspondance globale. Aujourd'hui, les historiens des mentalités retrouvent la validité de ces questionnements, autrefois négligés, sans doute parce que renonçant au projet d'une histoire totale, ils posent désormais le problème des articulations entre choix intellectuels et positions sociales à l'échelle de segments sociaux bien délimités, voire à celle de l'individu. À cette échelle réduite, et sans doute seulement à cette échelle-là, peuvent se comprendre sans réduction déterministe les relations entre systèmes de croyances, de valeurs et de représentation d'un côté et appartenance sociale d'un autre. Les procédures d'analyse propres à l'histoire des pensées au sommet sont ainsi mobilisées sur un autre terrain pour saisir comment un groupe ou un homme ordinaire s'approprie à sa façon, qui peut être déformante, les idées ou les croyances de son temps. Loin d'être épuisée, l'histoire intellectuelle, entendue comme l'analyse du travail, à chaque fois spécifique, fait sur un matériau idéologique donné, s'annexe ainsi le terrain des pensées populaires, qui semblait par excellence le domaine réservé de l'histoire quantifiée. Entre histoire des mentalités et histoire des idées, les rapports doivent donc être conçus d'une manière infiniment plus complexe que celle commune aux historiens français des années 60. Découpage en question. Au-delà des méthodes d'analyse ou des définitions disciplinaires, les enjeux fondamentaux des débats d'aujourd'hui concernent les découpages essentiels qui jusque-là étaient admis par tous. Ces distinctions primordiales, exprimées le plus souvent à travers des couples d'opposition, savant, populaire, création, consommation, réalité, fiction, étaient comme le socle commun et non problématique sur lequel pouvaient s'appuyer des manières de traiter les objets de l'histoire intellectuelle ou culturelle qui, elles, divergeaient. Or, depuis quelques années, ce sont ces découpages mêmes qui sont devenus l'objet de mises en question convergentes, sinon identiques. Peu à peu, les historiens ont en effet pris conscience que les catégories qui structuraient le champ de leur analyse, avec une évidence telle qu'elle était le plus souvent non perçue, étaient elles aussi, tout comme celles dont ils faisaient l'histoire, le produit de partage mobile et temporaire. C'est pourquoi l'attention est maintenant placée dans ce texte, mais sans doute aussi au sein de la discipline historique, sur une réévaluation critique des distinctions tenues comme allant de soi et qui sont en fait ce qu'il faut questionner. Premier partage traditionnel, celui qui oppose savant et populaire, Altschücher et Populärkultur. Posée comme évidente, cette division porte en elle-même toute une série de corollaires méthodologiques, dont John Higham donnait en 1954 le principe. L'analyse interdaliste du spécialiste des humanités s'applique principalement à l'élite intellectuelle. Elle n'a pas pénétré très loin dans le large champ de la pensée populaire.
l'approche tranchante et externaliste du spécialiste de sciences sociales conduit plus près des loyautés collectives et des aspirations de la plus grande partie de l'humanité. On retrouve dans de nombreux textes en France et aux États-Unis cette même opposition entre d'une part la culture du plus grand nombre, qui relèverait d'une approche externe, collective et quantitative, et d'autre part l'intellectualité des pensées au sommet, susceptible seulement d'une analyse interne, individualisant l'irréductible originalité des idées. Clairement ou non, c'est sur cette distinction que se sont fondés les historiens désireux d'explorer le vaste territoire de la culture populaire. Objet non pas unique, mais en tout cas privilégié de l'histoire des mentalités en France et d'une histoire culturelle largement inspirée par l'anthropologie aux États-Unis. Soit l'exemple français, la culture populaire, qui pourrait être désignée ainsi comme ce qui est considéré comme populaire dans le champ de l'histoire intellectuelle, y a été identifié doublement à un ensemble de textes, ceux des livrets rendus par colportage et connus sous le terme générique de bibliothèque bleue, à un ensemble de croyances et de gestes considérés comme constitutifs d'une religion populaire. Dans les deux cas, le populaire est défini par sa différence avec quelque chose qui n'est pas lui, la littérature savante et lettrée, le catholicisme normatif de l'Église. Dans les deux cas, l'historien, l'intellectuel ou culturel a devant lui un corpus bien découpé dont il lui faut inventorier les motifs. Or, c'est justement ce découpage qui fait problème. D'une part, l'assignation sociale des pratiques culturelles, jusque-là désignées comme populaires, est maintenant pensée de manière plus complexe. La religion populaire est-elle celle des paysans, de l'ensemble des dominés, par opposition aux élites, de la totalité des laïcs, par opposition aux clercs? La littérature populaire nourrit-elle les lectures ou l'écoute de la société paysanne ou d'un public médian situé entre le peuple analphabète et la mince minorité des lettrés? Ou encore constitue-t-elle une lecture partagée par toute une société que chaque groupe déchiffre à sa manière propre, du simple repérage des signes à la lecture courante? Question difficile, mais qui en tout cas indique qu'il n'est pas simple d'identifier un niveau culturel ou intellectuel qui serait celui du populaire à partir d'un ensemble d'objets ou de pratiques. D'autre part, toutes les formes culturelles où les historiens reconnaissent la culture du peuple apparaissent aujourd'hui toujours comme des ensembles mixtes qui assemblent, dans une intrication difficile à démêler, des éléments d'origine fort diverses. Le répertoire de la bibliothèque bleue a été produit par des professionnels de l'écriture, mais les procédés de réécriture qui soumettent les textes savants à des aménagements et à des révisions visent à les rendre populaires. Et par le biais de l'achat plus ou moins massif, les lecteurs disent leurs préférences. Ainsi, leurs goûts sont-ils en position d'infléchir la publication des textes elles-mêmes? Dans un mouvement inverse, la culture folklorique, qui donne son socle à la religion du plus grand nombre, a été profondément travaillée à chaque époque par les normes ou les interdits de l'institution ecclésiastique. Savoir s'il faut appeler populaire ce qui est créé par le peuple ou bien ce qui lui est destiné est donc un faux problème. Importe avant tout l'identification de la manière dont dans les pratiques et les représentations ou les productions se croisent et s'imbriquent différentes figures culturelles. Ces constats n'éloignent qu'en apparence de l'histoire intellectuelle, et pour deux raisons. D'abord, il est clair que la culture d'élite elle-même est constituée pour une large part par un travail opéré sur des matériaux qui ne lui sont pas propres. C'est un même jeu subtil d'appropriation, de réemploi, de détournement qui fonde par exemple les relations entre Rabelais et la culture populaire de la place, ou entre les frères Perrault et la littérature orale. Le rapport ainsi instauré entre la culture d'élite et ce qui n'est pas elle concerne aussi bien les formes que les contenus, les codes d'expression que les systèmes de représentation, donc l'ensemble du champ reconnu à l'histoire intellectuelle. Ces croisements ne doivent pas être entendus comme des relations d'extériorité entre deux ensembles donnés d'avance et juxtaposés, l'un savant, l'autre populaire, mais bien comme producteurs d'alliages culturels ou intellectuels, dont les éléments sont aussi solidement incorporés les uns aux autres que dans les alliages métalliques. À suivre Bakhtin pour certaines époques, ainsi la Renaissance. C'est même dans des œuvres de la culture lettrée ou savante
que la culture populaire se dira avec le maximum de cohérence et révélerait le plus complètement son principe même. Pour lui, l'œuvre de Rabelais est irremplaçable dès lors qu'il s'agit de pénétrer l'essence la plus profonde de la culture comique populaire. Dans le monde qu'il a créé, l'unité interne de tous les éléments hétérogènes se révèle avec une exceptionnelle netteté, tant il est vrai que son œuvre constitue toute une encyclopédie de la culture populaire. Encyclopédie, c'est-à-dire qu'au-delà de l'utilisation de mots, d'images ou de formes de la culture comique populaire, le texte tout entier fonctionne sur une conception de la vie et du monde, qui est celle-là même de la culture carnavalesque, posée comme le sein maternel de toute expression populaire. Par ailleurs, rendre problématique le partage populaire savant et du même coup annuler les différences méthodologiques postulées comme nécessaires pour le traitement contrasté de l'un et l'autre domaine. Le populaire n'est pas par nature voué à l'analyse quantitative et externe des social scientists, et comme le montre Carlo Ginzburg, lorsque les documents l'autorisent, il est pleinement licite de saisir à la loupe comment un homme du peuple peut penser et utiliser les éléments intellectuels épars, qui, à travers ses livres et la lecture qu'il en fait, lui viennent de la culture lettrée. Bakhtin est ici mise à l'envers, puisque c'est à partir de fragments empruntés à la culture savante et livresque que se construit un système de représentation qui leur donne un sens autre, parce qu'à son fondement est une culture autre. Nous avons repéré derrière les livres ruminés par Menocchio un code de lecture. Derrière ce code, une couche solide de culture orale. On ne peut donc pas poser comme nécessaire le lien établi, par exemple, par Félix Gilbert entre l'élargissement social du champ de recherche de l'histoire intellectuelle et le recours aux procédures statistiques. En effet, si sous certaines conditions, l'approche quantitative interne et externe des textes les plus élaborés peut être reçue comme légitime, inversement, lorsque l'archive le permet, le travail intellectuel du plus anonyme des lecteurs peut être justiciable des procédures d'analyse ordinairement réservées aux plus grands des penseurs.